Ok, donc bienvenue dans cette capsule vidéo dans le cadre du cours de sociologie queer. Donc ma capsule s'intitule Éducation à la vie sexuelle et affective pour des enfants fiers d'eux-mêmes. Donc je vais commencer par juste vous faire le plan de ma présentation. Donc je vais commencer par une introduction en vous rappelant l'enjeu queer, la cible, et un petit peu en vous présentant la base gouvernementale sur laquelle je vais m'appuyer. Ensuite, je vais vous présenter des concepts importants. Donc ça sera dans un langage orienté adulte. Et ensuite, la troisième partie, ça sera la partie la plus importante de ma capsule, et ça sera cette fois la séance d'éducation à la vie sexuelle et affective à l'attention des élèves. Donc ça sera davantage un langage orienté vers un public enfant. Et je vais finir par une conclusion et une médiagraphie. Donc, pour présenter l'enjeu queer, je vais un petit peu me situer d'abord. Donc, je suis une femme cisgenre bisexuelle. J'ai eu envie de parler d'éducation sexuelle parce que durant mes études en Suisse, j'ai moi-même eu des cours d'éducation sexuelle et j'ai été assez déçue. C'était uniquement basé sur la sécurité et la contraception. Et du coup, il y avait plein d'aspects de la sexualité qui n'étaient pas abordés et qui étaient pourtant très importants, comme l'acceptation de son corps, le respect des autres, le respect de soi-même, etc. Savoir poser ses limites. Et je pense que c'est essentiel de parler de ça. Donc c'est une volonté personnelle, aussi académique. Tous les cours qui sont en lien avec ça m'intéressent. Donc l'enjeu, c'était de créer des sessions sur l'éducation à la vie sexuelle et affective pour les enfants du primaire. Et je vais me baser sur les préconisations du gouvernement du Québec. Donc la cible, ce sont des enfants de 6-7 ans et le corps enseignant, que ce soit des enseignants-enseignantes qui sont amenés à enseigner ces séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, ou alors simplement pour que les enseignants-enseignantes soient au courant de ce qui est dit pendant ces séances. Donc l'objectif, c'était d'apporter une éducation à la vie sexuelle et affective qui soit inclusive et égalitaire, et l'idéal serait que ce soit des séances qui soient données tout au long de la scolarité des élèves et plusieurs fois par année, et que ça soit pas uniquement réduit à une séance, par exemple, tous les 2 ans de 2 heures. C'est vraiment le but que ça soit récurrent et que ça évolue en fonction du besoin des élèves. Du coup, ça, c'est le support du gouvernement. Donc, c'est fait par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour les degrés préscolaires et primaires. Donc, les quatre axes principaux selon le gouvernement sont la globalité de la sexuelle, la croissance sexuelle humaine et l'image de soi, l'identité, le rôle et les stéréotypes sexuels et de genre, et les agressions et violences sexuelles. Donc, mon but, c'est de reprendre certains de ces thèmes et d'en parler de manière plus queer en incluant au maximum la diversité des corps, des identités. Ce format de capsule fait que je ne peux pas traiter tous les sujets que préconise le gouvernement. Par exemple, les thèmes comme la grossesse ou la naissance, je ne vais pas les aborder pour les questions de temps. De temps, il faut que quand même tout rentre dans une capsule vidéo qui est assez restreinte. Donc, je vais vous parler maintenant des concepts centraux. Donc, il y a le concept de genre. Pour cela, je vais utiliser Judith Butler et son concept de performativité du genre. Donc, c'est en fait un ensemble de normes qui tendent vers un idéal masculin ou féminin, et quotidiennement, on joue, on joue et on performe notre genre, et ça réaffirme en fait ces catégories binaires qui existent. L'expression de genre, c'est les caractéristiques de la personnalité, de l'apparence, du comportement, désignés comme masculin ou féminin, et certains présentent un rôle de genre alternatif, comme queer, ou plus spécifiquement transgenre. Donc ensuite, l'identité sexuelle ou de genre. Donc c'est l'expérience intime et personnelle de s'identifier à un genre, à aucun, aux deux ou à une autre identité, et c'est indépendant du sexe biologique observé à la naissance. Ensuite, il y a le concept d'intersexe qui désigne une personne née avec des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires, donc que ce soit génitales, hormonales, génétiques et ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux catégories médicales de ce qui est considéré comme étant mâle ou femelle. L'orientation sexuelle ressentie d'une personne à l'égard d'un genre donné sur le plan sentimental et ou sexuel. Et pour finir, les stéréotypes de genre, donc ce sont des normes socialement construites qui prescrivent de manière binaire le rôle et le comportement et les caractéristiques de chacun chacune. Donc j'ai pris cette représentation du genderbread person qui reprend un peu tous ces concepts phares que sont l'identité, l'orientation
le sexe et l'expression de genre. Donc maintenant, on arrive à la partie principale qui est les séquences d'éducation à la vie sexuelle et affective pour les enfants. Donc, j'ai créé 7 séquences qui sont sous forme de 7 journées, en fait, avec chaque fois un thème différent. La petite spécificité, pardon, c'est évidemment que, bah, en face de moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de classe, donc il y aura pas de retour. Et c'est vrai que ces séquences sont pertinentes et intéressantes quand elles sont dans le cadre d'une classe, et du coup, qu'il peut y avoir un retour et un échange avec les élèves, et qu'il y a vraiment une co-construction de ces séquences. Mais voilà, encore une fois, là, je le fais comme ça, un peu sous forme de monologue, mais il faut l'imaginer avec une classe, avec un retour, le retour des enfants. Et c'est là où ça serait le plus pertinent et intéressant. Donc, je vais commencer avec la journée 1 et parler des parties intimes. Donc, je pourrais par exemple demander aux élèves, leur montrer ce schéma et leur demander qu'est-ce qu'elles reconnaissent. Est-ce qu'il y a des parties qu'elles peuvent nommer? Donc, je pourrais montrer ici le clitoris, ici le méa urinaire, donc le trou pour faire pipi. Ici, j'aurais les petites lèvres, les grandes lèvres. Je pourrais dire que les petites lèvres et les grandes lèvres sont de taille différente chez chaque individu. Elles ont aussi parfois une couleur différente. Je pourrais montrer l'entrée du vagin, donc l'endroit par lequel peut sortir les bébés, et l'anus, donc le trou pour faire caca et faire sortir les déchets du corps. Ensuite, je pourrais montrer ce schéma, demander aux enfants si elles voient des ressemblances, des différences avec le schéma qu'on a déjà vu. Donc peut-être que tu vas reconnaître le clitoris qui a une taille un peu différente, mais qu'on peut reconnaître. Peut-être que tu pourras reconnaître les petites lèvres et les grandes lèvres aussi. L'entrée du vagin qui se voit un peu moins nettement, mais qu'on peut deviner. Ensuite, je vais pouvoir mettre un autre schéma. Un peu même question. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Est-ce que tu peux me nommer une partie? Donc, tu peux voir par exemple le pénis, tu peux voir le méa urinaire, donc pareil, le trou pour faire pipi. Tu peux voir les testicules, tu peux voir l'anus. Et ensuite, selon le même principe, on va dire, euh, est-ce que là, il y a des points communs, des ressemblances, des choses que tu peux reconnaître? Donc, tu peux reconnaître les lèvres, donc pareil, grandes lèvres, petites lèvres. Tu peux reconnaître le méa urinaire et tu peux reconnaître l'anus, pardon. Donc voilà, l'important serait ici de dire que on a tous et toutes des parties intimes différentes et qu'il y a une diversité dans nos parties intimes et que c'est normal qu'on n'ait pas la même chose que chez le voisin ou la voisine. Et que dans tous les cas, c'est normal et c'est OK la manière dont est fait nos parties intimes. Donc la journée 2 pourrait être basée sur la dimension de la vie sexuelle et affective qu'est le corps, la tête et le cœur. Donc pour ça, on pourrait présenter une personne comme ça. Donc moi, je l'ai appelée Barbie Bulle et j'ai décidé que c'était une personne bleue. Et je pourrais demander aux élèves, bah, qu'est-ce que tu vois dans le corps de Barbie Bulle? Donc peut-être que tu pourrais voir que cette personne a un cerveau, que cette personne a un cœur, que cette personne a des parties intimes. Donc tu pourrais demander, et là Barbie Bulle, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Donc tu pourrais peut-être voir que le cerveau, ben, il est plus gros, il se met à bouger, etc. Et puis on pourrait se demander à quoi sert le cerveau. Donc évidemment, ça sert à réfléchir, ça sert à faire des choses à l'école, par exemple, à créer des choses à la maison, mais ça sert aussi à savoir qui je suis. Ça sert à savoir qui je suis, donc je peux être une fille, je peux être un garçon, je peux être des fois une fille, des fois un garçon. Je peux ne pas savoir et je peux être quelque chose d'autre. L'important à retenir, c'est que on a le choix et que c'est que notre cerveau qui peut choisir et qui peut décider qui je suis et c'est pas les autres. Ensuite, un peu sur le même principe, cette fois, qu'est-ce qu'on voit sur Barbie Bulle? Ah ben, on voit que son cœur, son cœur bat, son cœur est mis en avant. Donc, on pourrait dire que ben, le cœur, ça sert à faire circuler le sang, mais que ça sert aussi à savoir qui c'est que j'aime. Donc, que ce soit mes amours amoureuses ou mes copains copines. Et que ça ne dépend pas de qui je suis dans la tête. Peu importe qui je suis dans la tête, je peux aimer, que ce soit en amitié ou en amour, qui j'ai envie. Et ensuite, qu'est-ce que le cercle magique entoure? Bah, il entoure les parties intimes. Et, euh, et les parties intimes, en fait, ben, quand je suis née, quand tu es née aussi, bah, c'est un docteur ou une doctoresse qui a regardé entre mes jambes et qui a décidé, selon
selon les parties intimes, si j'étais une fille ou un garçon. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois, c'est moins clair. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Parfois, il y a un peu des deux. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas forcément une fille ou un garçon. On peut être aussi euh, d'autres possibilités, d'autres mélanges, et que c'est ok, et que c'est pas parce que le docteur ou la doctoresse a dit quelque chose que on peut pas se sentir différent. Et ensuite, là, de nouveau, Barbie cette fois, a une coupe de cheveux, a des habits, etc. Et on voit aussi sa passion. Donc, on peut on peut voir voilà, le t-shirt, le short, comment dire, le ballon de football à côté. Et pour rappeler que ça, c'est comment je vais me montrer aux autres et à moi-même. Donc, mes habits, ma passion, ma manière d'être, ça va être comment je vais montrer aux autres qui je suis et qui je suis à moi-même. Et que ça ne dépend pas de qui j'aime, de ce que j'ai entre les jambes ou de comment je me sens dans la tête. Donc, je peux m'habiller comme je veux, je peux faire ce que j'ai envie, je peux être la manière que j'ai envie, peu importe ce que j'ai dans le cerveau, dans le cœur et entre les jambes. Donc, mes parties intimes. La journée 3, elle pourrait avoir comme thème la diversité des corps. Donc pour ça, on pourrait montrer une sorte d'images, plein d'images différentes de la nature et on pourrait demander aux élèves, ben, qu'est-ce que tu vois de différent? Et ben, on voit qu'il y a des couleurs différentes, il y a des textures différentes, il y a aussi des tailles différentes, il y a des petits animaux comme la fourmi, il y a des gros animaux comme les baleines, il y a il y a par exemple le chat sans poil qui est tout doux, le crocodile qui doit être un peu plus rugueux en termes de texture. Enfin bref, il y a plein de différences en termes de texture, de couleur, de grandeur, etc. Et chez nous, les êtres humains, qu'est-ce qui peut être différent? Donc, ce qui peut être différent, c'est par exemple la forme des yeux, la couleur des yeux, la taille, les cheveux, la texture de la peau, la pointure des chaussures, les grains de beauté, les taches de naissance, les poils. Et que comme c'est le cas dans la nature, eh ben, il y a plein de différences chez les êtres humains. Et que c'est important ces différences, parce que si, imaginons, on ressemblait tous à une Charlotte comme moi, eh ben, on ne pourrait pas se reconnaître. Il y aurait plein de Charlotte partout et on ne pourrait pas savoir qui est qui et comment on se reconnaîtrait. Donc c'est bien d'être différentes parce qu'on peut se reconnaître grâce à ça. Et donc il faut respecter les différences et il faut être content et contente qu'il y ait des différences. Et ensuite, on pourrait demander aux élèves d'écrire tous ensemble un livre du respect où on pourrait écrire ce qui est important, pourquoi c'est important de respecter les différences, pourquoi les différences c'est quelque chose de positif, et pourquoi pas l'afficher dans la classe ou dans l'école pour un peu se le rappeler quotidiennement. Ensuite, la journée 4, elle pourrait être dédiée aux émotions. Donc pour ça, la première petite activité qu'on pourrait proposer, ce serait des sortes de boîtes mystères, donc des boîtes sombres où dedans on pourrait mettre du chocolat, du slime, une pomme et demander aux élèves si elles veulent mettre la main dedans et deviner ce qu'il y a. Donc sans doute certains élèves seraient très partantes alors que d'autres moins. Donc déjà ça pourra faire vivre un peu faire ressentir peut-être un peu une appréhension pour certaines, une excitation pour d'autres. Et puis ensuite, une fois que certains auront couché, ben, selon sur quoi elles tombent, que ce soit le slime ou le chocolat, etc., ben, il y aura des émotions différentes, de la joie, du dégoût, etc. Donc ça permettra un peu de faire ressentir déjà quelques émotions. Et on pourra du coup demander, bah, c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est ce que je sens dans le cœur, mais aussi dans le corps, dans ma tête, et puis parfois ça peut être agréable et parfois moins agréable. Et donc je pourrais proposer un panel d'émotions et leur demander, bah, la joie, selon toi, c'est de quelle couleur, et puis tu ressens quoi dans ton corps quand tu es joyeuse. Donc en général, ben, c'est le soleil, c'est la lumière, je peux avoir envie de sauter partout, je peux avoir envie de sourire, je peux me sentir légère, je peux juste avoir le smile, quoi, et me sentir bien, quoi. Ensuite, même question avec la tristesse. À ton avis, c'est de quelle couleur la tristesse? Et puis, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Ben, la tristesse, c'est plutôt gris, plutôt noir. On se sent triste, on a peut-être envie de pleurer, on se sent peut-être comme une boule dans le ventre, on a peut-être envie de demander de l'aide
à certaines personnes pour être moins triste. On a peut-être envie de faire une activité particulière pour se sentir moins triste. Et voilà, il faut pas hésiter à dire quand on se sent pas bien, quand on se sent triste. Ensuite, la colère, pareil, la couleur, le ressenti dans le corps, ben, ça peut être du rouge, ça peut être du orange, ça peut être comme un volcan qui va exploser. Je peux sentir que j'ai envie de serrer mes poings très fort, que j'ai beaucoup d'énergie dans mes poings. Peut-être que même j'ai envie de taper ou de crier sur quelqu'un, quelqu'une. L'important, c'est de dire que c'est ok d'être en colère, qu'on a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit d'utiliser les points pour exprimer sa colère et qu'on n'a pas le droit de crier sur quelqu'un d'autre pour déverser sa colère, que pour ça on peut utiliser par exemple un coussin, crier dans un coussin, peut-être s'éloigner un petit peu, aller crier plus loin où il y a personne, on peut peut-être sortir, sauter un peu ou alors souffler très fort, que voilà, il y a plein de méthodes pour faire sortir sa colère, mais sans faire du mal aux autres. Et dernière émotion, ça sera la peur. Pareil, c'est quelle couleur et puis qu'est-ce qu'on ressent dans le corps. Bah, ça peut être, je sais pas, bleu, gris. Et puis on peut aussi avoir envie de pleurer. On peut avoir le cœur qui bat très vite, par exemple. On peut avoir une boule au ventre aussi et que l'important, encore une fois, c'est de réussir à en parler, à dire pourquoi on a peur et à essayer d'être rassuré par des copains, copines ou un adulte. La journée 5, elle pourrait être dédiée aux stéréotypes de genre. Donc pour ça, il y aurait une première petite vidéo qu'on pourrait montrer aux élèves. C'est quoi un stéréotype? C'est une idée toute faite sur un groupe de personnes. Par exemple, si Nina fait de la danse et Milo du foot, tu n'es pas surpris. Et si c'est Nina qui fait du foot et Milo qui aime la danse, là tu es surpris. Pourquoi? Car tout le monde pense que certains sports sont plus pour filles que pour garçons. Les stéréotypes, c'est ça. Des idées toutes faites qui classent les gens en fonction de leur sexe, leur métier ou d'autres choses. Ça renferme les gens dans un rôle. Un garçon qui veut faire de la danse a tendance à ne pas oser le dire. Du coup, il n'en fait pas. Et c'est bien dommage. Sache que c'est impossible de ne pas avoir de stéréotypes. Notre cerveau se base sur nos expériences du passé pour mieux comprendre le présent. Et dans le passé, tu as croisé plus de filles qui font de la danse que du foot. Du coup, ton cerveau a associé la danse avec les filles. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans les stéréotypes, de les casser, de faire ce qui te plaît tout en respectant les différences des autres, même celles qui te surprennent. En fait, aux États-Unis, le foot, c'est plutôt pour les filles. Parents, non? Voilà, donc l'idée serait de reprendre cette image que les stéréotypes, c'est comme enfermer les gens dans des boîtes et faire en sorte que les gens ils peuvent pas sortir de ces boîtes. Et donc expliquer que c'est pas ce qu'on préfère, que nous on a envie d'être libre et que du coup il faut pas mettre des étiquettes sur les gens et mettre une personne dans une boîte et empêcher cette personne d'être ce qu'elle a envie. Pour ça, on peut s'appuyer sur le livre d'Élise Gravel qui s'appelle Tu peux, et en fait qui dessine plein de personnages qui ressentent des choses différentes, qui font des activités différentes, et donc le but est de montrer que toutes et tous, on peut faire ce qu'on a envie et on peut être qui on a envie. Ensuite, la journée 6 serait dédiée à l'introduction à son espace personnel. Donc pour ça, je vais me baser sur le livre là, qui s'appelle La bulle de Miro. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, à travers sa journée, à plusieurs moments, on va pas respecter sa bulle, ses limites personnelles, que ce soit ses camarades ou alors les adultes. Et puis, c'est ses parents qui vont essayer de lui rappeler l'importance d'avoir sa bulle personnelle et que les gens respectent ses limites. Donc par exemple, l'extrait que j'ai mis sur la slide, c'est mais Miro n'a pas le temps de poursuivre qu'il est interrompu par Madame Baril, leur voisine, qui lui plaque un gros bisou sur le front en lui disant à quel point il a grandi. Arrêtez, hurle Miro en repoussant Madame Baril, et il s'enfuit en courant vers sa maison.
Un autre petit extrait. Papa, oui, mon grand, pour les bisous et les câlins, est-ce que je peux dire non même aux personnes que j'aime? Le questionne Miro. Bien sûr, tout le monde doit respecter tes limites. Miro sourit à son papa et ajoute, papa, pour me sécher, tu peux entrer dans ma bulle et même me faire un câlin. Donc voilà, là c'est un échange pour montrer que bah, des fois les adultes ils respectent pas les limites des enfants, tout comme les camarades, et que même les personnes qu'on aime, même les parents, même les personnes de la famille, se doivent de respecter nos limites et que c'est important de rappeler ça. Ensuite, ça nous amène à la dernière journée qui serait la prévention, une journée faite pour la prévention des violences sexuelles. Donc on pourrait de nouveau prendre un dessin d'un bonhomme et puis voilà dire ben, que ton corps, ta tête et ton cœur, ben, il te parle toute la journée et que tu dois écouter. Tu dois écouter ce qu'il te dit. Il te dit en général s'il se sent bien, s'il se sent triste, s'il a peur et que bah, s'il se sent bien, en général tu peux continuer ce que tu es en train de faire et c'est plutôt positif. Mais que bah, si tu te sens pas bien, eh ben, il faut aussi que tu sois prêt ou prête à écouter et essayer de comprendre pourquoi tu te sentirais pas bien. Et en fait, pour éviter de se sentir pas bien, on peut déjà faire en sorte de poser la question à chaque fois qu'on va coucher quelqu'un d'autre ou à chaque fois qu'on va avoir une action avec quelqu'un d'autre. Donc par exemple, pour faire les chatouilles, que ce soit les parents ou les amis, on peut rappeler l'importance qu'il faut tout le temps poser la question, est-ce que je peux te faire des chatouilles? Pareil pour les bisous, même maman, même papa doivent demander, est-ce que je peux te faire un bisou? Et tu as le droit de dire non si tu as pas envie. Les câlins, c'est pareil. Et puis aider à la douche, on devrait aussi te demander est-ce que tu as besoin d'aide? Et puis tu pourrais répondre oui ou non. Et c'est pareil avec la famille ou avec les camarades. En revanche, il y a des choses qui sont vraiment interdites. Et ça, c'est pas une histoire de poser la question, c'est interdit. Et ces choses-là, c'est ce qui concerne les parties intimes, donc tout ce qui se trouve sous le maillot de bain. Donc on n'a pas le droit de coucher tes parties intimes. On n'a pas le droit de regarder tes parties intimes. On n'a pas le droit de faire des bisous sur tes parties intimes. Et on n'a pas le droit de les prendre en photo. Ça, c'est interdit. La seule exception, c'est si tu as mal à tes parties intimes et que tu dois aller voir un ou une doctoresse. Dans ce cas-là, si le docteur ou la doctoresse te pose la question, eh ben là, on peut éventuellement regarder pour savoir ce qui se passe. Mais sinon, c'est super interdit. On n'a pas le droit de toucher, regarder, faire un bisou, prendre en photo tes parties intimes. Et comment tu peux réagir si ça arrive? Eh ben, tu peux d'abord le dire. Tu peux dire non, j'ai pas envie. J'aime pas ce qui se passe. Ça me plaît pas. J'ai pas envie. Tu peux ensuite essayer de t'en aller, aller dans une autre pièce, aller chercher quelqu'un. Et en dernier, en plus, tu peux aussi essayer d'en parler à un adulte de confiance, que ce soit dans ta famille ou que ce soit à l'école. C'est important d'avoir un adulte de confiance à qui tu peux dire si on t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, que tu as trouvé pas normal et qui t'a fait du mal. Et en dernier lieu, on peut faire une sorte de petite chorégraphie, on va dire. Donc ça, c'est inspiré du compte Instagram Les Maternelles, donc de Nouriam Jouak, qui fait ça avec ses élèves. Et en gros, ça consiste simplement à demander aux élèves de toucher leur corps, donc vraiment de partir du bout de leur corps et voilà, de toucher du haut de la tête jusqu'au bout des pieds et de dire, ben, ça, c'est mon corps et il m'appartient, il est à moi, ce corps. Et toi, tu as ton corps et il t'appartient. Et si je veux toucher ton corps, je dois te demander la permission. Et si tu veux toucher mon corps, tu dois me demander la permission. Et vraiment leur faire comprendre que tous les limites de notre corps et puis que les autres ont aussi leur corps. Donc voilà, ensuite j'ai une médiagraphie avec tous les sites, toutes les associations, les livres auxquels j'ai pu me référer pour construire cette capsule. Et, euh, et voilà, merci beaucoup pour votre attention et c'est terminé.